Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode des Booktubes du patrimoine. Jules Verne vient de Bretagne et son œuvre doit beaucoup à cette contrée nourrie par les récits fantastiques des marins une fois rentrés au port. Surtout à son oncle, prudent à l'hôte de la Fuye. Pourtant, c'est à Saint-Étienne qu'on se trouve aujourd'hui, et plus précisément à la médiathèque de Tarentaise où on peut découvrir la collection complète des 62 romans publiés par le célèbre éditeur Hetzel dans leur fameuse reliure rouge et or. Une collection qui mêle science-fiction, aventure et fantastique, et dans laquelle Jules Verne, en visionnaire, imagine 50 ou 100 ans avant leur apparition le scaphandre autonome, le sous-marin moderne, l'homme dans l'espace, l'hélicoptère. Ou en tout cas, c'est ce qu'on raconte. Nous sommes à Saint-Étienne pour mener l'enquête, mais pas seulement. Générique. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. C'est à partir de la Révolution française que Saint-Étienne connaît une croissance exponentielle. La révolution industrielle a déjà commencé et les guerres sont de véritables opportunités pour la grande fabrique d'armes de la ville. La confiscation des nombreux biens du clergé a également permis de raser tout un tas de vieux bâtiments pour redessiner complètement la structure générale de la ville. Au début du 19e, Saint-Étienne renaît, c'est la première ville industrielle du pays. Elle accueille ainsi la première ligne de chemin de fer de France en 1827 pour transporter le charbon. Andrézieux, 1827, le terminus. Cette maison, qui ressemble à beaucoup d'autres, est en fait la première gare de la première voie ferrée de France. L'histoire de Saint-Étienne manifeste donc l'immense espoir de la technique de l'industrie et du progrès. Ses idées, Jules Verne en est pétri. Le monde est de plus en plus à portée de main et il veut le raconter. Il se rêve comme l'Alexandre Dumas de la géographie. Et ça tombe bien, il est repéré par l'éditeur de ce dernier, Hetzel, qui publie également Hugo, George Sand, Proudhon. Il lui soumet l'idée formidable des voyages extraordinaires. Cela reviendra à mêler les découvertes scientifiques à des histoires extraordinaires, pour un public plutôt jeune. Publié dans la revue Magasin d'éducation et de récréation, Verne fait donc découvrir la science et ses avancées aux adolescents et aux curieux. De la géographie à la physique en passant par l'ingénierie, il nous dépeint tout un tas de merveilles en les incluant habilement dans des aventures rocambolesques. En clair, Verne n'est pas chercheur, Verne n'est pas ingénieur, mais c'est un excellent vulgarisateur. D'un point de vue technique, il n'invente rien lui-même, et toutes ces images sont issues d'un imaginaire beaucoup plus vieux que lui. Le Nautilus, par exemple, mis à part l'électricité, ça vient de Léonard de Vinci. Le voyage dans le cosmos, on en parle depuis au moins la fin du XVIe. Mais ce serait idiot de croire que ça lui ôte toute valeur littéraire. Aucun autre auteur n'a su enthousiasmer la jeunesse avec une telle précision biologique ou astronomique. Pourtant, l'enthousiasme de Verne commence à décliner. Autour de 1879 et des 500 millions de la Bégomme, il commence à s'inquiéter des dérives de la science, de ses promesses déçues. Dans ses histoires, la figure du savant fou prend de plus en plus de place. Le professeur Tournesol est peu à peu remplacé par le docteur Octopus. Hetzel, l'éditeur, continue de mettre la pression sur Verne et lui demande de laisser toujours vierge la page droite de son manuscrit pour ses éventuelles corrections. Il essaie de réduire le lyrisme et l'ambiguïté des personnages, mais Verne, au contraire, veut leur donner de plus en plus d'ampleur. La technologie qu'il croyait au service de l'humanité détraque l'homme, elle le rend fou de puissance. Par exemple, le président Barbicane, qui avait réussi l'immense exploit d'envoyer des hommes en orbite dans De la Terre à la Lune, revient dans un roman plus tardif, Sans dessus-dessous, dans lequel il réutilise le gigantesque canon pour redresser l'axe de rotation de la Terre et faire fondre la calotte glaciaire, pour s'approprier le charbon sous la banquise. Autre exemple, le génial inventeur Robur le Conquérant revient dans Maître du Monde, à bord d'une machine plus puissante que jamais et surtout pris d'une folie dévastatrice. Ce personnage inspirera d'ailleurs Pixar pour son film d'animation Là-haut. Bref, la technologie ne fait pas le bonheur. À Saint-Étienne également, on craint d'avoir mis tous les œufs de la ville dans le même panier. Dès les années 1860, le rythme de croissance ralentit. Le chemin de fer s'est développé ailleurs, les faillites se succèdent et la concurrence du nord et de l'est de la France s'intensifie. Les ouvriers, responsables du succès industriel, sont relégués aux marges de la ville et globalement mal logés. Les bulles alternent avec les crises. À la mort de Jules Verne, en 1905, Saint-Étienne se cherche un autre destin. Et tandis que les chercheurs mettent peu à peu au jour les ambiguïtés d'un auteur relégué à la littérature enfantine, l'ex-ville industrielle se fraye une autre voie dans l'économie du design et des arts. Au revoir.